Bienvenue à tous et à toutes sur les ondes des humanités. Aujourd'hui, on est sur une émission plutôt spéciale. C'est moi, Alexis, qui présente car votre animateur favori, Sullivan, est resté coincé dans le labyrinthe. Ce qui explique alors ma présentation. Je suis accompagné du ciné-club du lycée Notre-Dame de Valenciennes afin de commencer notre chronique. Bonjour Adam. Bonjour Alexis. Bonjour Agnès. Bonjour Alexis. Bonjour Élie. Bonjour Alexis. Bonjour Marie. Bonjour Alexis. Bonjour Jade. Bonjour Alexis. Et enfin, bonjour Raph. Bonjour Alexis. Enfin, trêve de blabla, aujourd'hui on est ici pour parler du film Le labyrinthe du silence, en allemand dit Im Labyrinth des Schweigens, réalisé par l'italien Giulio Ricciarelli. Enfin, trêve de blabla, aujourd'hui on est ici pour parler du film Le labyrinthe du silence, en allemand dit Im Labyrinth des Schweigens, réalisé par l'italien Giulio Ricciarelli. La problématique est aujourd'hui entre œuvres cultes, modèles fascinants ou apparente déshumanisation. De quelle humanité nous parlent ces miroirs? Donc, c'est un film qui vient aborder les ouvertures des procès en Allemagne contre les SS fin des années 50. Agnès, est-ce que nous pouvons avoir un petit résumé du film, s'il te plaît? Oui, bien sûr, le film Le labyrinthe du silence est un drame historique allemand réalisé par Giulio Ricciarelli en 2014 qui aborde le devoir de mémoire. Il s'inspire d'une histoire vraie et relate des événements qui ont conduit au procès historique de Francfort en 1963 dans lequel les Allemands ont été confrontés à leur lourd passé nazi. Le film se déroule dans l'Allemagne de l'Ouest de l'après-guerre où un jeune procureur ambitieux, Johann Radmann, interprété par Alexander Felling, découvre des preuves troublantes sur le rôle des nazis dans les camps de concentration, dont celui d'Auschwitz. Il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d'après-guerre qui continue à fermer les yeux sur ses propres atrocités, préférant tourner à page. Johann, aidé par le journaliste Thomas Nielka, s'obstiendra à poursuivre les criminels de guerre et à les traduire en justice. Merci beaucoup pour cet excellent résumé. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire pour commencer l'analyse? Oui, bien sûr, moi j'aimerais parler du procès de Francfort. Donc, ce procès a eu lieu de 1963 à 1965. Il est l'un des plus importants procès de la Seconde Guerre mondiale car pour la première fois des Allemands jugent des Allemands. Il est centré sur les nazis ayant participé au massacre ayant eu lieu au camp de concentration d'Auschwitz. 22 nazis y furent jugés. Il a permis au peuple allemand d'ouvrir les yeux sur les horreurs des camps de concentration qui ont été totalement mis à l'écart et dont la nouvelle génération n'avait pas connaissance. Parmi les accusés, on retrouve Robert Mulka, l'adjoint du dernier commandant d'Auschwitz, centre qui a été reconnu suite à ce procès comme l'un des principaux centres de mise à mort nazis. Il devient le symbole du génocide juif. Alors merci Elie pour cette excellente contextualisation. Donc c'est là qu'on comprend tout le labyrinthe que Johan devra résoudre pour faire entendre sa justice. Il est vrai, ce nom, le nom du film est déjà fort évocateur de ce qui se passe à l'intérieur. Mais en allemand, il est d'autant plus fort car Schweigens sous-entend en fait un silence, mais voulu par tous, une sorte d'omerta dont la vérité est connue de tous, mais elle est tue pour des raisons communes. Donc ça prouve encore une fois, tout le monde sait par exemple que les nazis opéraient en Allemagne, mais tout le monde semble les avoir oubliés à cette époque-là. C'est que ça appuie bien le passage, le titre du film et ce qui se passe à l'intérieur. Donc on comprend encore mieux le titre, mais maintenant, quelle en est la documentation? Car c'est en effet un film historique. On peut bien en effet parler de film historique, car la plupart des personnages sont réels. Par exemple, on a Fritz Bauer, qui est le procureur de Francfort, ou encore Thomas Nielka, qui a été le journaliste qui a permis de mettre en lumière tout ça, mais s'articuler autour de personnages fictifs, comme Johann, c'est que ça prouve une forte documentation sur les personnages d'une part, mais on a aussi la documentation sur le mode opératoire des nazis, par exemple, avec un recensement de tout ce qui se passait de manière très classée jusqu'au meurtre d'un simple chien, comme le montre bien le film, avec tous ces dossiers qui permettent de mettre en lumière d'ailleurs les agissements commis au camp d'Auschwitz. Ce film est d'autant plus historique qu'il traite en parallèle des personnages réels, et comme le docteur Mengele ou encore Eichmann, qui a été arrêté suite aux enquêtes qui ont permis le procès de Francfort. Donc il y a bien une continuité historique, donc on peut bien dire que ce film est un film bien documenté et historique sur ce plan-là.
Alors, on comprend du coup l'impact de ce film, mais aussi il peut avoir un impact sentimental. Ce film est quelque peu paradoxal, comme le thème monstre et sacré, car en effet, le film vise à briser le silence. Et pourtant, il ne nous le fait jamais entendre, il ne le met jamais en scène. Donc, quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter sur toute cette ambiance que crée le film? Alors oui, ce film a aussi un impact important sur le plan affectif et humain, puisque nous allons voir tout d'abord à travers la quête de Johann que c'est seulement à ce moment que la jeunesse allemande va prendre conscience de ce qui s'est passé à Auschwitz, puisque eux, ils ont grandi et vécu dans une naïveté qui avait été voulue par le gouvernement pour cicatriser les blessures d'Auschwitz et du premier procès. Mais ça va aussi avoir un impact personnel sur Johann, puisqu'il va se rendre compte que beaucoup de personnes de son entourage étaient des nazis, comme son père qu'il avait idolâtré toute sa vie. Il va même devoir prendre une pause après avoir découvert la vérité sur son père, puisque c'était trop pesant pour lui, et c'est aussi à ce moment qu'il va vouloir fouiller dans les dossiers de son père pour en savoir plus. Puis son père n'était pas le seul nazi de son entourage, puisque le père de sa copine Marlène en était un aussi. Sauf que lui, il buvait beaucoup pour oublier ce qui s'était passé à Auschwitz. Johann savait, mais Marlène n'avait pas le même point de vue sur ça, puisqu'elle elle n'avait pas autant de connaissances que lui, et ce qui a entraîné la rupture du couple. Donc, on comprend le poids du silence et surtout, chaque personnage veut se faire entendre dans ce labyrinthe. Adam, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, dans ce film, on remarque qu'il y a une grosse histoire autour du faire parler, c'est-à-dire le fait de faire le rapport sur les horreurs qui se sont passées durant la guerre. Et on peut le voir notamment avec le journaliste Thomas, qui se bat pour condamner ce qui s'est passé à Auschwitz, en espérant désespérément de trouver un procureur pour mener l'enquête. On le voit aussi justement avec l'enquête qui est menée par le procureur Johann Radmann et Fritz Bauer, ainsi qu'avec les nombreux témoins interrogés. De plus, on remarque aussi un grand intérêt pour l'enquête puisqu'une cellule d'enquête est installée uniquement pour condamner les malfaisants et que de nombreuses personnes haut placées y participent. Et on le voit aussi avec le personnage de Simon, qui est un artiste juif qui a malheureusement perdu ses 2 filles et sa femme durant la guerre car elles ont été déportées. Et au début du film, on voit que Johan essaie justement d'interroger Simon pour essayer de le faire parler, pour essayer justement de trouver des preuves pour l'enquête, mais il ne veut vraiment rien dire. On voit bien qu'il souffre d'en parler et il va même jusqu'à devenir violent et à virer Johan de chez lui. Alors ce film a quand même de grandes qualités. Il arrive à bien transmettre les émotions, surtout par des personnages et des scènes marquantes. J'ai une question pour vous. Quelle scène vous a le plus touché? Moi, je dirais que la scène qui m'a le plus touchée, c'est le témoignage de Simon, puisque comme l'a dit Adam, il voulait pas parler au début et ça a causé une dispute. Et dans cette dispute, il y a notamment un cadre qui est tombé et qui s'est brisé. Or, ce cadre, il y avait des photos de ses filles dedans, et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à témoigner ce qui s'était passé à ses filles. Et lui, il va vraiment déclencher tous les témoignages, puisque après le sien, il y a tout le monde qui a commencé à parler et à raconter leurs histoires. En effet, comme l'affirme Jade, c'est bien Simon qui va déclencher tous les témoignages des victimes d'Auschwitz. C'est d'ailleurs la scène qui m'a personnellement le plus touchée, car on y voit seulement une porte qui se ferme, une bande son, un silence très pesant, et on sent toute la lourdeur de ce qui s'est passé là-bas, mais on ne sait jamais ce que les victimes disent. C'est d'ailleurs à travers la secrétaire qu'on voit la puissance des témoignages, à quel point ils étaient terribles et les souffrances que les victimes d'Auschwitz ont subies. Oui, c'est vrai que c'est touchant, car la musique, lorsqu'elle se déclenche, on voit les lèvres bouger, les visages très touchés par la souffrance. Et nous, on sait ce qui s'est passé, donc on n'a pas besoin, on est surtout basé sur les émotions. Et cela nous fait encore plus ressentir ce que la souffrance des personnages. Alors pour ma part, ma scène favorite reprend un peu le même thème. Donc avant que Johan accède à la folie, il mène une enquête en fait à cause de ses obsessions. Il va chercher dans des dossiers et il constate, justement, il se demande
si son père était un nazi, et on ne voit pas la réponse. On nous la sous-entend par justement la suite, avec une mise en scène beaucoup plus énervée, car le film est plutôt calme, et le personnage qui se laisse envahir par ses émotions. Il va jusqu'à détruire un petit peu tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on le voit devenir un homme avec sa femme et tout ça, et ben en fait il vient tout détruire, il s'enivre, il parle à des inconnus et détruit presque tous ses contacts. On constate que c'est d'autant plus traumatisant pour lui car on voit qu'il rêve de son père dans le corps de Mengele, il l'associe donc à lui. Donc il y a bien un traumatisme. On peut se dire que si ça s'applique à Johann, ça doit s'appliquer aussi à un grand nombre d'Allemands à cette époque-là. Donc on peut dire que c'est bien un traumatisme national. Sortir de ce labyrinthe du silence, c'est vraiment rentrer dans un trauma énorme. Voilà. Et toi Adam, du coup, c'est quelle scène qui t'a touché? Alors moi personnellement, c'est la scène avec Simon quand il demande à Johan et Thomas d'aller faire la prière à Auschwitz pour ses filles, parce que on sent qu'il voulait le faire, mais on voit sur son visage qu'il avait vraiment pas la force d'y aller, et on voit vraiment qu'il s'en veut. Et justement, quand après on voit Johan et Thomas y aller, on ressent vraiment toutes les horreurs qui se sont passées avec tous les témoignages qui ont été effectués juste avant. Donc suite à cette lourdeur quand même, parce que ces scènes ont un petit côté tragique, je vais vous demander de dire votre mot de la fin. C'est quoi votre dernière impression sur le film Le Labyrinthe du Silence? Alors moi personnellement, ce qui m'a plu dans ce film, c'est l'authenticité du film et à quel point le réalisateur a voulu retranscrire au plus proche de la réalité l'histoire qui s'est passée, puisque on voit bien que déjà il a voulu garder le nom du personnage, et il a aussi inventé un personnage pour vraiment bien qu'on comprenne l'histoire et tout ce qui s'est passé. Et aussi le fait que Johan soit un enquêteur, ça nous permet de mener l'enquête avec lui. Tout ce travail de réalisme, il est appuyé par les costumes. D'ailleurs, on peut faire une sorte de parallèle entre le thème du film et ses costumes, car Marlène, qui est donc la fiancée de Johan, est couturière. Donc elle répare les trous, elle drape. Et c'est un peu une métaphore, par exemple, de toute cette société qui sait, mais qui se voile la face et qui essaye de faire beau malgré toutes les horreurs qui ont été commises. Donc je trouve, c'est pour ça que moi qui m'a vraiment touché dans ce film. Pour moi, c'est qu'à travers ce film, on comprend qu'il ne s'agit pas de condamner un peuple ou une nation. Il s'agit bien au contraire de lui permettre de relever la tête en affrontant la noirceur de son passé. Pour moi, ce qui m'a plus marqué dans ce film, c'est la scène du cadouche à Auschwitz que fait Johan en mémoire des filles de Simon, un rescapé juif. C'est une belle image de paix pour clôturer le film, puisqu'après toutes ces souffrances, on finit sur un moment touchant et sacré. Le film permet aussi de découvrir des choses qu'on ne savait pas forcément, comme le docteur Mengele, qui a fait subir des atrocités aux enfants d'Auschwitz. Mais il y a aussi une part de sacré, puisqu'avant, nous ne savions même pas ce qu'était Auschwitz et ce qui se passait dedans. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait et on peut même s'y rendre. Alors moi justement, ce qui m'a marqué, c'est plutôt la réaction du public, l'atmosphère et le silence qui régnait lorsque le film s'est terminé. On comprend que ce film, qui n'est pourtant pas très célèbre, a une portée très touchante et qui marque beaucoup son public. On semble alors avoir vécu ce que ces personnes ont vécu, tant le film met bien en scène la souffrance des personnages. Donc on comprend que les intentions de Giulio étaient de rendre hommage à ces gens qui ont vécu cette triste partie de l'histoire. Donc en tout cas, merci au Ciné-Club du lycée Notre-Dame de Valenciennes et à Radio Club de Wallers de projeter nos ondes sur les leurs pour mettre la lumière sur ce labyrinthe obscur et silencieux qui mérite d'être entendu. On se retrouve pour la prochaine chronique sur le film de Billy Wilder, Certains l'aiment chaud, et n'oubliez pas, les films c'est la vie, mais la vie c'est pas un film.